Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire une analyse quantitative de Kraft Heinz. Donc, c'est une entreprise ici qu'on a déjà eu à étudier, je pense, dans notre top action des entreprises qui exercent dans le secteur super défensif ici. Donc, vous avez vu toutes les vidéos qu'on a fait ici. C'est uniquement des entreprises qui pourraient être, voilà, c'est le genre d'entreprise qui performe très bien en période de récession. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre d'argent. Ça dépend également de votre prix d'acquisition. Donc, ici, on va aller en profondeur, entre parenthèses, dans cette entreprise-ci. Donc, on va se limiter essentiellement sur les chiffres pour essayer de déterminer quelle pourrait être la valeur de cette entreprise ici. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez rejoindre le projet abonné ici, donc vous allez juste sur la chaîne, vous cliquez, vous choisissez entre l'onglet investisseur et partenaire. Donc, sponsor, ça veut juste dire merci. Investisseur, vous pouvez demander à analyser une quelconque entreprise. Je le fais généralement sous 72 heures. Et partenaire, vous pouvez aller plus loin. Généralement, non seulement vous avez droit à l'onglet investisseur, donc vous pouvez demander n'importe quelle entreprise à analyser, mais également je vous réserve une vidéo tous les dimanches de l'entreprise que moi je considère comme étant la plus sous-évaluée possible du marché et qui a présentement des avantages compétitifs. Elle peut payer ou non des dividendes, elle peut ou non éligible au PEA ou bien au CTO. Donc ici, on va directement, notre analyse va se baser sur des éléments comme le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions et le free cash flow. Donc s'il y a dividendes maintenant, on va essayer de déterminer si le dividende est qualitatif. Donc ici, la première chose, bon, c'est une entreprise qui exerce dans le secteur de la consommation durable, donc généralement, elle a des produits comme voilà, le ketchup Heinz, et également, elle vend des fromages, ce genre de choses-là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle vend, donc essentiellement dans ce domaine-ci, c'est la marque qui compte, d'accord? Et la perception de la valeur de cette marque-là également. Donc, c'est cette perception de valeur-là qui vous permet de pouvoir demander un premium. Donc, si vous vendez du ketchup, entre le ketchup lambda et le ketchup Heinz, Heinz a plus de valeur dans le sens où le consommateur accorde une plus, voilà, le consommateur, pour lui, c'est une question, c'est un gage de qualité, d'accord? Donc, il est prêt à payer un petit supplément, d'accord? Donc, c'est pas parce que vous avez des marques en portefeuille que vous avez sûrement, que ces marques ont sûrement de la valeur, d'accord? Donc, ici, on regarde ici la stabilité ou la croissance du revenu. Ici, on a plutôt une croissance du revenu, mais il faut savoir, c'est une croissance par quoi? Acquisition ou bien de manière organique? Ici, c'est une croissance par acquisition, parce que si vous connaissez l'historique de l'entreprise ici, vous savez que c'est une entreprise ici qui a eu à faire l'acquisition de Kraft ou Heinz. Je ne sais pas quelle était l'entreprise de début, mais Heinz et Kraft, c'était des entreprises séparées, d'accord? Donc, à la fin de la journée, quand les deux se mettent ensemble, ça donne Kraft Heinz. Donc, la croissance du revenu ici est essentiellement organique. Vous pouvez le voir ici, est essentiellement inorganique, donc par acquisition. Vous pouvez voir ici qu'on stagne aux alentours de 18 milliards et quand on fait l'acquisition, on est à 26 milliards depuis plusieurs années, donc ça ne change pas beaucoup. C'est une entreprise à peu près mature, donc là, ici, la croissance ce sera essentiellement par acquisition. Donc, je vais mettre ici comme revenu 26 milliards. Je ne veux pas avoir précisément raison, mais le moins tôt possible. Je sais que parfois, on va à 25 milliards, à 25 milliards 700. Donc, attention, je mets 26 milliards, c'est la moyenne, d'accord? La croissance ici, je mettrai au niveau des dernières années, ici on va se dire, sur les 10 dernières années, elle a à peu près 3,39% de croissance. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, c'est une croissance qui est inorganique, donc on ne peut pas garantir que ça va continuer au même rythme que 3,3%, d'accord? Donc ici, je vais mettre 0. Donc ici, 0. La dette nette ici, c'est valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Je vous ai déjà montré sur plusieurs vidéos comment le faire. Donc ici, on va aller rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez regarder les vidéos précédentes ici, comme celle que vous pouvez voir par exemple sur, voilà, on va prendre l'exemple, Canada Goose, Montclair, Asso, Solvay. Donc, on ne va pas revenir sur des sujets dont on a déjà parlé ici. Donc, alors, excusez-moi. Donc, je viens ici sur la chaîne. Parfait. Donc, dette nette sur EBITDA ici, la dette nette ici, valeur d'entreprise sur EBITDA, ils ont à peu près une dette nette de 19 milliards 193. Donc, vous pouvez également aller le vérifier sur Yahoo Finance. Et s'il y a une quelconque différence, de toutes les façons, vous allez dans les rapports financiers, par exemple, les rapports financiers pour le dernier trimestre sur le site de l'entreprise même, pour voir à peu près où est-ce que ça se situe. Ils ne vont pas vous donner le calcul de la dette nette directement. Non, c'est à vous de le faire. D'accord? Donc, ici, on va dire ici 19 milliards 193. Donc, 19 193, d'accord? Donc, le PER moyen ici, c'est la consommation défensive. Donc, généralement, ils ont des PER assez conséquents. Ce genre d'entreprise est généralement très rarement sous-évalué. Donc, 20, 22, 25, je vais le prendre comme ça, je suis assez gentil. Et j'aurai une préférence pour les 20, d'accord? Donc, le nombre d'actions ici, on met 1 milliard 224. Donc, ici, à ce niveau-ci, au niveau sur la page, ici, on met quoi? On met 1 milliard 237. Est-ce qu'ils rachètent leurs actions? Non, c'est à peu près stable ici. Donc, on va mettre ici 1 milliard 224. Donc, comme c'est affiché ici, 1 milliard 224. Donc, on va le mettre là. 1, 2, 2, 4.
OK. Donc, le free cash flow moyen ici. Donc, vous constatez que c'est une entreprise qui a fait des acquisitions. Donc, généralement, après les acquisitions, il y a beaucoup de restructuration. Donc, on élimine les doublons, on vend certains segments d'activité qui ne sont pas importants pour la croissance future de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, parfois également, on vire du personnel. Donc, il y a beaucoup de... Donc, voilà. C'est ça, là, généralement, la restructuration. Ça peut durer plusieurs années, et très souvent, quand ça dure plusieurs années, c'est pas bon signe. Mais dans tous les cas de figure, vous devez prendre en considération cela. C'est pour ça que quand vous allez regarder, par exemple, la marge des free cash flow ici, la moyenne, on quitte de 14, 8, mais avant cette période-ci, on n'avait pas la même entreprise. C'était peut-être l'entreprise Heinz ou Kraft de manière individuelle. Maintenant, on a Kraft Heinz à partir de 2016 par là, donc on regarde à partir de 2016, 15, moins 2%, 6%, 11%, 16%, 17%. Donc on peut se dire qu'on a à peu près en tout de 15% depuis l'acquisition, d'accord? C'est une moyenne, elle est faite de tête. Vous pouvez prendre 10 ou 15%. Dans tous les cas de figure, vous devez lire les rapports financiers pour avoir une vue générale d'ensemble. Donc, je peux prendre 10% en termes de marge bénéficiaire. Je ne veux pas me tromper absolument. En prenant 15% en moyenne, je suis déjà assez optimiste, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que les dernières années ici, donc 2021 et 2020, on a eu 16, 17% ici, d'accord? Donc, je sais que ce n'est pas la première fois qu'ils ont à avoir 15% en termes de marge ici. Ils ont également perdu de l'argent ici en termes de free cash flow, mais est-ce qu'en termes de bénéfices nets, c'était le cas? Donc, il faut regarder cela. Donc, ici, je fais une estimation, d'accord? Donc, on met 15 fois les bénéfices. Et si vous pensez que 15 fois les bénéfices, c'est un peu trop, d'accord? Vous pouvez mettre 10 fois les bénéfices. Ça dépend de vous. Je vous ai dit que de toutes les façons, les chiffres n'ont aucune importance si vous ne lisez pas les rapports financiers après pour soutenir ces chiffres-là. Donc en regardant cela, je dois aller regarder les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'on a perdu de l'argent en 2017? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a des marges de 16% à 15% en date d'aujourd'hui? Est-ce que c'est durable? Quel est l'objectif du management? D'accord? Donc, je vais mettre 15% ici pour faire simple. D'accord? 15% en termes de marge. OK? Maintenant, la qualité du dividende ici, on va revenir à la fin de la vidéo. Donc, on a tous nos éléments nécessaires. 15% de 26 milliards ici, ça donne combien? Alors, on prend le calcul. 15% de 26 milliards ici. Donc, on va mettre ici 26 multiplié par 0,15. Ça nous donne ici 3 milliards 900. Donc, je viens ici. D'accord? Ici, c'est PER. D'accord? Ici, c'est, voilà, free cash flow. D'accord? Donc, on a pris les PER de 20, 22, 25. Et à ce niveau-ci, on a mis 15% de 26 milliards ici. Ça donne 3 milliards 900. 3 milliards 900 ici, multiplié par 20 fois les bénéfices. Ça donne 48 $ l'action. D'accord? En date d'aujourd'hui, l'entreprise ici cote à combien? Donc, on va aller regarder ça ici. Voilà. OK. Donc, en date d'aujourd'hui, on cote à 35 $ par là, 35, 36 $. Vous pouvez voir ici que le price action diminue depuis plusieurs années ici. Mais ça, il y a une raison particulière. On a coupé le dividende et entre parenthèses, ceux qui sont juste là pour les dividendes ont quitté le navire. Sans se poser la question à savoir si l'entreprise en particulier ici coupait les dividendes de manière temporaire ou bien de manière perpétuelle. Ici, je pense que c'est de manière temporaire. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de couper ce dividende-là pour rembourser la dette, parce qu'elle avait une énorme dette. Donc, quand vous investissez, on vous donne un dividende, c'est bien, mais il faut demander, est-ce que le véhicule d'investissement actuel a la capacité de pouvoir me garantir le dividende actuel dans les années à venir? C'est ça le plus important. Ce n'est pas le dividende passé ou bien la croissance du dividende qui est importante. C'est la croissance du dividende, le potentiel de croissance du dividende futur qui est important. Vous pouvez vous baser sur le passé, mais il faut prendre en considération la situation actuelle ainsi que les différents défis dans les années à venir. C'est pour ça que quand on se limite uniquement aux états financiers passés pour parler d'une entreprise qui a des dividendes, ça n'a aucun sens. Je dis bien, ça n'a aucun sens. D'accord? Donc, c'est un élément important, correct, mais vous devez lire les rapports financiers et très peu le font. D'accord? Très peu lisent les rapports financiers. Vous vous limitez en surface, en vous disant que non, c'est une stratégie long terme. Une stratégie long terme sous-entend qu'on s'informe. D'accord? Ça sous-entend qu'on s'informe. Avant d'acheter une maison, vous prenez le temps de vérifier selon vos conditions. Pourquoi est-ce que quand vous investissez, vous ne prenez pas la même peine? Parce que c'est compliqué. Si c'est compliqué, achetez un ETF. D'accord? Donc, ici, on va directement au niveau 3 milliards 900 à 20 fois les bénéfices, ça fait 48 $. Quand on prend 22 fois les bénéfices, toujours avec 3 milliards 900 ici, ça fait à peu près 54 $, 44. Quand on prend ici 3 milliards 900 avec 25 fois les bénéfices, on sera aux alentours de 63 $ 97. Donc, on se dirait ici qu'au pire, on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Ça pourrait valoir aux alentours de 48 $ l'action ici aujourd'hui. On a peut-être un potentiel de croissance également. D'accord? Donc, ça pourrait fonctionner. Mais également, je vous avais mentionné que l'entreprise ici pourrait avoir, s'ils ont des marges d'à peu près de 10%, d'accord? On prend également le 10%, on essaie de voir à quoi ça ressemble par rapport à nos différents calculs. Donc, si on a 10% en termes de marge de free cash flow, imaginez qu'on s'est trompé, par exemple, que, au lieu de prendre du 10%, au lieu de prendre du 10%, on a pris du 15%. Donc, ici, on essaie déjà d'arranger à partir de ce moment-ci pour savoir
si on se trompe, est-ce qu'on a, un moyen de rebondir entre parenthèses? Quel serait le maximum en termes de décroissance, le maximum en termes de décroissance, en fait? Enfin, quand je parle de décroissance, c'est plutôt au niveau de la valorisation de l'entreprise. Si on s'est trompé sur les marges ou bien si on s'est trompé sur les PER, ça pourrait être dangereux pour nous dans le futur. C'est pour ça qu'on fait des estimations et selon vos lectures, vous essayez vous essayez à peu près de déterminer où est-ce qu'on pourrait se situer. Donc, si l'entreprise ici a plutôt des marges de 10%, d'accord, on pourrait avoir une valorisation entre 26 $ et 37 $ l'action. Donc le prix actuel ne serait pas, voilà, ça ne serait pas mauvais. D'accord? Donc si on a des marges à peu près de 3 milliards, 900 par là, de 15%, ça pourrait aller bien plus loin que ça. Et c'est une entreprise qui est en perpétuelle recherche d'acquisition ici. Dernièrement, elle a fait la proposition de faire l'acquisition de Unilever. Je pense que ça c'est... Unilever a dû refuser. Donc on va juste mettre ici Kraft Unilever, d'accord, takeover, d'accord, ok. Ils ont proposé 115 millions à Unilever, d'accord, mais Unilever a juste refusé parce qu'il se disait que bon, c'était pas assez, enfin, 143 millions de dollars, ça c'est un million de livres ici, 1 milliard de livres. Donc ils se sont dit que non, c'était pas assez pour eux. Moi, je pense qu'à la fin de la journée, c'était même une bonne chose. Dans tous les cas de figure, pas dans le sens où Unilever est sous-évalué. Je pense qu'ils pourraient acheter Unilever à un meilleur prix que ça. Donc, à la fin de la journée, je regardais ici, généralement sur Harvard Business School, ils vous donnent un cas d'étude par rapport au takeover, à la proposition de rachat. Donc, on vous montre à peu près quels sont les éléments qui ont été pris en considération, etc. Donc, si vous pouvez l'acheter également, tant mieux, mais généralement, ce sont des choses qui coûtent très, très cher. Donc, si on essaie un peu de l'acheter ici, on va voir à peu près à combien est-ce qu'ils nous le vendent. 200 $ l'action. Waouh! À la fin, non, c'est pas 200 $ l'action. OK, c'est 8,95 $. À 8,95 $, vous pouvez voir à peu près quels sont les éléments qui ont été pris en considération. Donc, ça peut être une bonne chose si vous voulez apprendre à évaluer une entreprise de toutes les façons. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte. Plus généralement, c'est plus des éléments quantitatifs et qualitatifs que juste des éléments quantitatifs. Donc, ici, par rapport à la valorisation de cette compagnie, si on se dira, moi, je vais me limiter aux 3 milliards 900 ici, donc 15% de marge bénéficiaire, elle a la capacité de le faire. Si vous regardez les mêmes entreprises qui sont dans son segment d'activité, par exemple, vous allez voir que, voilà, si on prend par exemple Pepsi, on essaie de voir, Pepsi ne fait pas exactement la même chose, mais voilà, Pepsi a des marges à peu près de 10% par là. Donc ici, on a les marges de 10%. OK. Donc si on regarde par exemple une autre entreprise, on avait MCK, par exemple McCormick. Est-ce que c'est le cas? Non, ça c'est McKesson. Alors, ici, je vais juste aller regarder ça ici rapidement. Donc, on va faire ça plus vite. OK. Hormel Food. Donc, je vais juste voir ici Hormel, parce que Hormel ils font pas exactement la même chose, mais je regarde les entreprises qui sont dans le secteur de consumer defensive, à peu près pour avec les marges. Ça me permet ici d'apprécier les marges de free cash flow qu'on pourrait avoir, tout en n'oubliez pas que c'est une entreprise qui est très endettée. Donc, ces marges pourraient être plus élevées dans le futur si elle rembourse sa dette. Donc, on peut dire que le minimum ici en termes de marge, c'est vraiment du 10%. C'est le minimum. Mais Kraft Heinz peut être un animal totalement différent. Je vous donne juste des éléments pour pouvoir mûrir votre réflexion ici. Parce que nous avons une entreprise ici qui paye à peu près de 2 milliards en termes de dépenses, en termes d'intérêts. Juste les intérêts sur la dette, c'est 2 milliards. Et si on rembourse la dette ici, on aura tendance à avoir des intérêts moins élevés. Et en période de hausse des taux d'intérêt, il est mieux de commencer à rembourser la dette en date d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc la coupure du dividende était également une bonne décision ici. Donc on va se dire que les marges ici, on a la possibilité d'aller au-delà des 15% même à la base. Au-delà des 15%. Mais attention, faites vos propres recherches. D'accord? Ici, c'est juste des éléments de réflexion. Elle ne paye pas un dividende à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'elle a coupé son dividende ici pour pouvoir ici à peu près payer sa dette plus rapidement, ce qui est une très très bonne décision parce qu'elle a la capacité de pouvoir payer un dividende. Je vois ici en date d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a coupé le dividende? C'est Kraft Heinz, on va juste regarder ça ici. Je ne fais pas confiance à cette métrique-là. Ouais, elle distribue un dividende d'à peu près de 4 milliards 500. Elle a réduit le dividende plutôt. Elle ne l'a pas coupé, mais elle a réduit le dividende. Elle est quittée de près de 3 milliards ici à 2 milliards par là. Donc, elle a réduit le dividende, ce qui est une bonne décision. Actuellement, elle a la capacité de payer elle a la capacité de free cash flow d'à peu près de 3 milliards 900. D'accord? Par rapport à la capitalisation actuelle, si l'entreprise venait à vous distribuer la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes ici, vous aurez un rendement de combien? Vous aurez un rendement aux alentours de 8,9%. À peu près 9% par là. C'est une bonne chose. Donc le prix actuel est correct. Il est bien. C'est un bon prix. Sauf que ça prend en considération également la dette. On a dit qu'on avait une dette à peu près de 19 milliards. Ici, je vais l'arrondir à 20 milliards. Donc si on fait 20 milliards ici, plus, si on fait, ça fait à peu près ici 3 milliards 900.
d'accord, divisé ici par, voilà, 63,55, c'est juste pour arrondir rapidement. Ça veut dire que même en considérant la dette, on a un rendement à peu près de 6,13%. Donc ici, on pourrait avoir une opportunité d'investissement sur Kraft Heinz, mais ça n'a aucune valeur si vous vous limitez uniquement aux chiffres. Lisez vos rapports financiers si vous voulez investir avec conviction. Mais avec ce que je vois ici aujourd'hui, ça me permet de pouvoir commencer à faire des recherches sur Kraft Heinz parce que c'est déjà une entreprise de qualité et ça peut se voir ici. Donc, c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à Kraft Heinz. C'est une belle compagnie qui a peut-être une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui et c'est sûrement une entreprise qu'on va mettre dans notre dans notre watchlist pour la chaîne ici. Dans tous les cas de figure, s'il fallait acheter l'entreprise à un prix, voilà, s'il fallait choisir un prix, idéalement pour moi, en me protégeant le mieux possible. Ça, c'est juste uniquement mon prix. Hein. Le prix actuel ne me dérange pas. Mais voilà, si on me le propose aux alentours des 25 dollars, 20 dollars l'action, ça pourrait être également un prix très intéressant. Mais à partir d'aujourd'hui, ça ne me dérange juste pas de commencer à faire l'acquisition de cette entreprise-ci. En tout cas, ça dépend de votre stratégie également. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, merci.